À l'ère des pionniers, les machines volantes étaient dangereuses et fragiles. Il fallait une bonne dose de courage, voire une certaine témérité, pour en prendre les commandes. Mais certains se sont distingués plus que les autres en se lançant dans des vols de longue durée devenant, lorsque l'issue était heureuse, des exploits techniques mais également des exploits de navigation. Comme la traversée de la mer Méditerranée, réussie par Roland Garros à bord de son Morançonnier en 1913. Un vol de presque 800 km parcouru en 8 heures au départ de Fréjus jusqu'à Bizerte en Tunisie. Incroyable pour l'époque, c'était un vol plutôt bien pensé. En effet, n'ayant à sa disposition qu'un compas magnétique comme seul instrument de navigation, une boussole donc, la route à suivre était à cap constant tout du long, à vue des côtes corses et de la Sardaigne, évitant au maximum le vol en pleine mer, hautement plus hasardeux. Bien que Garros ait dû se dérouter par prudence vers Ajaccio suite à un incident technique, finalement sans conséquence, la dernière partie du plan de vol initial fut respectée. Plus connue encore dans l'histoire de l'aviation, la traversée de l'Atlantique en solo par Charles Lindbergh en 1927 fut également un exploit de navigation. Autrement plus complexe et ambitieux d'ailleurs. Les précédentes tentatives ou réussites de la traversée de l'Atlantique furent réalisées avec la présence d'un navigateur, maîtrisant le plus souvent la navigation astrale grâce au sextant pour limiter les déviations de route. Lindbergh, lui, avait misé sur une préparation minutieuse de son périple et l'utilisation d'instruments de vol et de navigation à la pointe de l'époque. Son fameux Ryan, Spirit of Saint-Louis, expérimental, possédait en effet un indicateur de virage Sperry, un gyroscope à 1 degré de liberté indiquant au pilote si l'avion est en virage ou non, un incliniomètre à bulles, en centre de l'horizon artificiel, et un compas à induction magnétique Pioneer plus précis et très pratique, ce dernier lui permettant de régler un cap à suivre par rapport au nord magnétique. Lindbergh avait donc méticuleusement préparé sa route à suivre pour qu'elle soit la plus courte possible, entre New York et Paris, sur une carte Mercator issue de la marine. Cette route lui faisait gagner presque 500 km par rapport au cap constant, et des corrections de cap étaient alors prévues tous les 180 km environ. Intervalle défini au chronomètre à partir d'une vitesse lue au badin. Pour finir, ces caps furent affinés la veille du départ en intégrant les vents relevés par les navires transatlantiques ainsi que la correction de la vitesse à appliquer. Lindbergh, en employant donc la méthode de la navigation à l'estime, a réussi son pari en parcourant les 5600 km en 33 heures. Le vol à vue le plus long jamais réalisé sans conteste, en vérifiant tout de même sa dérive en observant la crête des vagues. Fallait être confiant quand même. À la même période de l'entre-deux-guerres, et sous l'impulsion entre autres des lignes Latéco Air et de l'Aéropostale, autre épopée remarquable d'ailleurs, les premières installations au sol pour l'aide à la navigation avaient fait leur apparition, avec des phares aéronautiques le long des routes aériennes les plus fréquentées. C'est d'ailleurs grâce à ces derniers que Lindbergh, arrivant sur l'Europe de nuit lors de sa fameuse traversée, avait pu trouver le Bourget. Mais ces systèmes ont été abandonnés au profit des ondes radio, dont la maîtrise a permis la création des premiers équipements de radioguidage. Ces derniers ont connu un essor très important avec la Seconde Guerre mondiale forcément. Particulièrement intéressant pour des opérations militaires de bombardement ou pour voler de nuit, chaque belligérant a développé son propre réseau dédié au radioguidage. La place de navigateur, ou plutôt de radionavigateur, est devenue essentielle pour le bon déroulement des missions. Ce dernier pouvait quand même vérifier ses lectures et ses calculs au sextant, comme en témoigne la présence d'astrodromes sur de nombreux bombardiers. La fin de la guerre a rendu possible l'utilisation d'une bonne partie de ces équipements pour un usage civil avec une certaine standardisation de ces derniers, qui sont encore utilisés de nos jours, comme l'ADF, un radiocompas qui permet de suivre une direction donnée par une balise terrestre, le VOR, plus complexe, qui permet un relèvement de position ou de suivre une route par rapport à une balise au sol également, souvent jumelé avec le DME, ce dernier fournissant en plus la distance à laquelle se trouve l'aéronef par rapport à la dite balise. L'équivalent militaire du VOR DME s'appelle le TACAM. Ces équipements offrent d'ailleurs une précision au kilomètre près, ce qui permet quand même de naviguer entièrement aux instruments, qu'importent les conditions de visibilité. Mais leur usage est évidemment limité aux zones couvertes par les stations ou balises dédiées, dans un rayon de 350 km autour de ces dernières en gros. Alors quand un appareil comme le B-58 Hustler doit être mis en service à la fin des années 50, ces systèmes de radionavigation deviennent totalement insuffisants. Le but d'une telle machine étant d'être capable de bombarder un territoire ennemi à plusieurs milliers de kilomètres de son point de départ, en passant par des routes sans balise radio et ce à plus de 2200 km/h. Pour rappel, à cette vitesse, on parcourt presque 200 km en 5 minutes. Pas vraiment le temps de tergiverser sur la route à prendre. La solution a été fournie par Sperry,
spécialiste du gyroscope depuis longtemps donc, avec une centrale de navigation inertielle. Occupant une bonne partie du cockpit sur le B-58, cet équipement permet de mesurer tous les mouvements de l'avion grâce à l'association de gyroscopes avec des accéléromètres et de fournir ces mesures à un calculateur de navigation qui détermine ainsi la position de la machine en temps réel à partir d'un point de départ connu. Le système n'est pas parfait, car il subsiste des erreurs de mesure dégradant la précision au fil du temps. Alors, sur le Hustler, les informations de la centrale inertielle étaient en plus complétées par la mesure de la vitesse au sol et de la dérive par un radar Doppler à 6 antennes logées dans la partie arrière de l'avion, d'un radioaltimètre et d'un Star Tracker placé sur le dessus du fuselage. C'était en fait un sextant électronique, capable de suivre le soleil le jour ou de reconnaître les étoiles les plus brillantes la nuit. Et si ce n'était pas suffisant, le navigateur pouvait faire des relevés radars d'éléments notables au sol, comme une côte ou une montagne par exemple, pour s'assurer de sa bonne localisation. D'ailleurs, c'est le navigateur qui contrôlait l'avion à l'aide d'un mini-manche dans les phases de bombardement, le pilote n'ayant pas toutes ces données. En plus d'être totalement autonome, ce système fut présenté comme 10 fois plus performant que le meilleur système de navigation existant à cette époque. Comme celui, pourtant déjà bien complexe, du F-105 Thunder Chief, dans sa version D. En effet, bien qu'équipé de radio-instruments conventionnels, ADF, TACAN, ou même un ILS pour atterrir sans visibilité, le F-105D possédait une centrale de navigation Doppler, qui était capable de naviguer à l'estime et de suivre la route la plus courte pour une destination donnée, une sorte de Lindbergh électronique. Le Doppler fournissant les relevés de dérive et de vitesse, les centrales gyro et aéro, les données de vol nécessaires au calcul. Même le système de tir de l'appareil, appelé Thunderstick, pouvait apporter son lot de fonctions pour l'aide à la navigation. Associé au radar de bord monopulse R14 NASAR et à un radioaltimètre, il pouvait fournir au pilote une vue du relief qu'il allait survoler par tous les temps, permettait le suivi de terrain et pouvait affiner les valeurs issues du Doppler. Bien qu'en effet moins performant que le système de navigation du B-58, celui du F-105 avait quand même l'avantage de pouvoir se passer d'un navigateur. Bon, le pilote ne devait pas vraiment avoir le temps de s'ennuyer non plus. Pour comparaison, c'était un système assez similaire qui équipait le Mirage 3E avec son radar monopulse Cyrano 2 et son radar de navigation Doppler Marconi, l'ILS en moins. On peut noter également que le premier chasseur à être équipé d'une centrale inertielle fut le F-104G Starfighter, toujours en ce début des années 60. Presque identique au CF-104 d'ailleurs, il était équipé d'une centrale Lighton LN3. Très compacte, elle était associée au même radar R14 NASAR que celui du F-105. Bien utilisés, ces systèmes offraient quand même une précision en dessous du kilomètre, et ce, sans aucune connexion avec l'extérieur. D'autres pistes ont été également étudiées. En 1957, quand les soviétiques ont lancé le premier satellite artificiel, ils ont évidemment ouvert la voie à la conquête de l'espace. Mais pas que. Comme il est resté en orbite pendant 3 mois, des chercheurs de l'APL à Washington ont fini par être capables de déterminer avec précision l'orbite de Sputnik 1 grâce à l'effet Doppler de l'onde radio émis par ce dernier. Est venue très vite l'idée de réaliser l'inverse, des satellites qui émettent une fréquence radio sur une orbite connue pour donner un positionnement précis d'un récepteur sur Terre par effet Doppler. C'est le premier système de positionnement par satellite. Il est appelé Transit et les premiers essais commencent en 1960 avec le placement en orbite réussi d'un premier satellite. Le système ne deviendra opérationnel qu'en 1964. Il est précis, de l'ordre de 200 mètres, et seuls 4 à 5 satellites sont nécessaires, placés sur une orbite polaire à une altitude de 1000 km. Ces derniers sont plutôt gourmands en énergie pour émettre leur signal radio. Pour augmenter leur durée de vie, certains modèles de satellites transit seront même alimentés par énergie nucléaire avec des RTG au plutonium. Et puis il y a un deuxième souci. Le système est lent, très lent. Il faut 15 minutes environ pour obtenir une localisation. Et on peut même attendre 1 heure pour avoir déjà un satellite disponible. Inapplicable pour l'aviation. Ce système fut donc utilisé seulement par l'US Navy en un premier temps pour réaliser la calibration du guidage inertiel des missiles nucléaires Polaris, ces derniers étant tirés depuis des sous-marins. Puis il fut étendu à toute la marine et même à des plateformes pétrolières. Dans un même temps, une alternative pour l'aviation est trouvée, grâce aux progrès réalisés sur le radioguidage LORAN, pour Long Range, de longue portée donc, conçu pendant la Seconde Guerre mondiale, toujours par les Américains. Il est basé sur des basses fréquences avec des signaux hyperboliques, et évolue ainsi en version LORAN-C ou LORAN-Charlie. Ce signal, devenu très sophistiqué, permet de localiser un appareil à 200 mètres près entre 2 antennes, et offre une portée remarquable à plus de 1000 km.
Très intéressant, il sera partagé à d'autres pays utilisateurs et déployé ainsi sur une bonne partie de la planète. Les Russes ont développé de leur côté un système équivalent nommé Chaika. Ces deux systèmes nécessitant quand même des infrastructures importantes avec des antennes pouvant aller jusqu'à 400 mètres de haut. Les voisins devaient être contents. Une version D du LORAN fut déployée au Vietnam. Les F-105, utilisés intensivement pendant le conflit, furent équipés d'un récepteur adapté à ce signal. Mais ce LORAN D est si précis qu'il a été détourné de sa fonction de navigation. En effet, fin 60, début 70, une mise à jour importante des F-105D est proposée avec un nouveau système de tir Thunderstick 2, intégrant maintenant une centrale inertielle couplée à un nouveau récepteur LORAN D qui permet le bombardement avec une très grande précision, autour de 15 mètres, qu'importent les conditions. Une trentaine de F-105 furent mis à ce standard, reconnaissables à leur arête dorsale spécifique, mais ces derniers ne seront jamais envoyés au Vietnam. La préférence de l'US Air Force s'étant portée sur la modification de 70 F-4D renommé Pave Phantom, qui partagent ce même récepteur LORAN pour le même objectif, reconnaissables eux à leur antenne porte-serviette sur le dessus du fuselage. Il faudra donc attendre 1973 pour qu'enfin un système de navigation par satellite pour l'US Air Force voit le jour, avec les premiers satellites de la constellation Navstar Global Positioning System, ou GPS. Pour faire simple, si c'est possible, le positionnement précis de l'utilisateur se fait à partir de signaux électromagnétiques synchronisés, émis par 4 satellites par trilatération. C'est comme la triangulation, mais avec les distances et non des angles. Une des difficultés techniques de ce système est que la constellation de satellites évolue à 20 000 km de la Terre, et ces derniers foncent à 14 000 km/h. À cause de ces caractéristiques orbitales, le temps sur les satellites s'écoule 45 microsecondes plus vite que sur la Terre, suivant la relativité générale d'Einstein, et 7 microsecondes moins vite suivant la relativité restreinte, toujours d'Einstein. Cela peut paraître dérisoire, mais si cette variation d'écoulement du temps n'est pas prise en compte, le système se décalerait de 11 km par jour. Alors que, grâce à l'intégration d'une horloge atomique dans chaque satellite, servant de référence pour appliquer la correction au signal, le système fournit une localisation de l'utilisateur avec une précision à 10 mètres en temps réel, et ce partout sur le globe. 10 ans plus tard, en 1983 donc, 2 Sukhoi Su-15 Flagon sont envoyés pour intercepter un RC-135 américain d'écoute et de surveillance électronique. Ce dernier a pénétré l'espace aérien soviétique et rôde dans la région du Kamchatka et des îles Sakhalines. L'ordre de l'abattre est finalement donné. 2 missiles sont tirés. L'un d'eux touche au but. L'appareil endommagé s'écrase. C'était en fait un 747 de la Korean Airlines. Le bilan est lourd, avec 269 victimes. Le 747 était à 600 km au nord de sa route prévue pour rallier Séoul en provenance d'Anchorage et a été confondu avec le RC-135. Ronald Reagan, menant une campagne anti-soviétique très agressive, va profiter de ce drame pour faire une sorte de coup de com' en proposant la mise à disposition du système Navstar GPS à l'aviation civile pour éviter tout nouvel accident de navigation de ce type. Bon, déjà, le système à cette date n'est pas complètement opérationnel, car il n'y a pas assez de satellites. Et si le signal fourni est gratuit, il faudra bien acheter des récepteurs GPS chez les équipementiers américains. Malheureusement, cela n'a pas empêché la marine américaine non plus d'abattre à leur tour un A-302 Iran Air faisant 290 morts en 1988, dans des circonstances également confuses. Au final, le système GPS ne sera disponible pour tout le monde, sans dégradation, qu'à compter de l'an 2000, avec la mise en service de la constellation au complet des 24 satellites nécessaires sous la gouvernance de Bill Clinton. Si efficace et précis, le GPS a ainsi remplacé le système Transit ou le LORAN. Et même si les avions de ligne ou militaires gardent une centrale de navigation inertielle, elles sont plus précises par calibration GPS. Évidemment, dépendantes des Américains, la plupart des grandes puissances mondiales se sont lancées depuis dans le développement de leur propre système de positionnement par satellite plus ou moins équivalent. GLONASS pour la Russie, Galileo pour l'Europe ou Beidou pour la Chine. Le signal GPS est aussi utilisé pour le guidage de certaines armes, comme les bombes JDAM ou les AASM Hammer. Couplé à une centrale inertielle, ces drôles de machines offrent une très grande précision par tous les temps, une sorte de descendance au Thunderstick 2. Bien qu'il puisse être utilisé pour guider des bombes, je suis toujours émerveillé de pouvoir utiliser ce système, si sophistiqué, le plus simplement du monde avec mon smartphone. Et ce, même si c'est pour chercher des Pokémon. Je ne sais pas ce qui est le plus dangereux d'ailleurs.